France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour aux États-Unis ce soir. Même sans l'image, évidemment qu'on l'a en tête, cette séquence désormais, Trump sur lequel se sont précipités ses gardes du corps et qui, dans un moment de sens politique assez fou quand même, veut prendre le temps de se montrer le poing levé. Vous l'entendez dire « wait, attendez ». Bonsoir Maya Candel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous êtes chercheuse associée à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des États-Unis. Il y a Roger Cohen qui est là aussi. Bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir, Fabienne. Votre maison, c'est le New York Times, Roger Cohen. Vous dirigez le bureau de Paris. On ira rejoindre Sébastien Paour à Milwaukee dans un tout petit instant. Maya Candel, il y a donc cette image. Et puis probablement dans quelques heures, il y aura une autre image. Et quand on dit dans quelques heures, la convention ouvre aujourd'hui, on peut imaginer une sorte de surprise. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Normalement, le candidat arrive le dernier jour, le jeudi. Il prendra pas ce temps-là. On l'imagine avec un pansement sur l'oreille, arriver comme ce miraculé désormais. Est-ce qu'on peut dire d'abord que la bataille de l'image, il l'a gagnée, mais vraiment 1-0 quoi. Ah, et puis oui, il l'a gagné, et puis instinctivement. Je crois que il faut quand même reconnaître le sens politique, le sens politique, l'instinct, puis une certaine force quand même, parce que se faire tirer dessus avec une balle qui passe à quelques millimètres, il faut pouvoir réagir. Mais effectivement, il a le sens. C'est le Trump de la télé-réalité qu'on voit là, qui a tout de suite le sens de la réaction, qui va projeter la force, et puis cette image iconique qui vient en fait conclure pas conclure, mais ponctuer cette campagne où il s'est présenté en martyr, quelqu'un qui prend les coups pour ses partisans, et là littéralement il prend la balle pour ses partisans. Je trouve ça intéressant ce lapsus où vous dites conclure, en fait, comme si effectivement c'était en tout cas la conclusion de ce morceau de campagne. Il y a eu cette image, il y aura effectivement l'autre, et là aussi en fait son entrée à Milwaukee devant ses partisans, là aussi on est dans ce qu'il affectionne particulièrement, on est dans une forme de télé-réalité également. Enfin, on peut dire qu'il baigne là dans cette séquence avec son malheur, parce que quand même on a failli le tuer, il baigne dans son élément cet ancien président. Il est sans doute un peu marqué quand même par cette tentative d'assassinat contre lui, mais c'est vrai que Trump il s'épanouit, il préfère faire campagne que présider même. Ça, je crois qu'on peut le dire. Les rassemblements, c'est quelque chose qu'il adore. Et effectivement, on a déjà, je crois, des t-shirts avec cette image iconique. C'est vraiment assez impressionnant. Après, comment est-ce qu'il va exploiter ça? Je crois que cet après-midi, il doit annoncer son vice-président. Peut-être on en parlera. Moi, j'ai quelques idées aussi là-dessus. Appelez-le. Effectivement, je disais conclure, c'était un lapsus. Il se trouve que j'étais à Washington la semaine dernière. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on se demande là si la campagne n'est pas terminée, en fait. Si la surprise d'octobre habituelle, c'est pas une surprise de juillet. Tout le monde s'est posé cette question. Il reste 4 mois, donc il faut pas aller trop vite, bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais à Washington la semaine dernière dans un rassemblement de républicains, futurs membres de son administration, peut-être le futur vice-président. Et déjà, il y avait un enthousiasme palpable, presque une euphorie. C'était dans le débat sur Trump, sur Biden, qui paraissait très affaibli. Et là, encore plus, Trump montre une image de force, il survit, il parle d'intervention divine, alors ça va plaire aussi à une bonne partie de sa base. On a vu un tweet, je crois que c'est sa fille qui a tweeté une espèce d'image biblique de Jésus qui touche la main de l'épaule de Trump avec sa main, enfin on y est là. Oui, et puis il avait même déjà fait ça après le procès, il y avait le Christ derrière lui qui disait moi aussi on m'a accusé à tort, enfin c'est quelque chose dont il est assez coutumier, et puis encore une fois ça accentue ce qu'il voulait projeter depuis le début, c'est-à-dire une image de force pour contraster avec cette image de faiblesse, d'âge de Biden. Roger Cohen, est-ce qu'on dit que cette séquence arrive au pire moment pour Joe Biden, l'adversaire, ou, pardon, je veux surtout pas faire preuve de cynisme, mais ou au plus mauvais moment, alors qu'on était justement en train de parler de son état de santé, la narrative s'est complètement déplacée. Pour lui, c'est un peu bénéfique ou complètement négatif, à votre avis ? C'est pas clair pour le moment. C'est sûr qu'il y a 4 ans, avec le Covid, à ce moment-là, la campagne de Joe Biden, qui allait très mal, s'est relancée
Et est-ce qu'encore une fois, dans une espèce de crise, les gens vont se retourner un peu plus vers lui pour avoir l'expérience, etc. Mais cette fois-ci, c'est un homme très diminué par rapport à il y a 4 ans, et ça c'est clair. Je pense que quand même, il reste 4 mois, et là dans l'espace de quoi, de 2 semaines, guerre 2 semaines, on a eu 2 immenses surprises, si vous voulez. On a eu cette performance catastrophique de Joe Biden dans le débat avec Trump, et puis maintenant, on a eu la tentative d'assassinat de Trump. Donc, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la vague est avec Trump, et c'est un peu, là, ça dépend de votre point de vue, mais l'idée de Trump maintenant comme cette figure mythique, religieuse, avec les stigmata en sang, qui lève le poing, et on sait ce dont il est capable par le passé. C'est une combinaison qui peut faire peur. On parlait d'images, Roger Cohen, et on peut pas s'empêcher de mettre les deux en face à face. On a un homme le poing levé, et on a un monsieur qui est un vieux monsieur très affaibli de l'autre. Comment on fait quand on est démocrate, et on y reviendra tout à l'heure, pour reprendre la narrative? À un moment, il faudra essayer de reprendre la narrative parce que toutes les balles sont dans le camp de Trump. Comment on fait? Ça va bien, vous dites un vieux monsieur. Monsieur Trump a 78 ans. C'est pas faux. Une différence de 3 ans. Vrai. Il y a 2 vieux monsieur qui se confrontent. Et la France pourrait donner un exemple de comment trouver des politiciens un peu plus jeunes. Mais pour reprendre le narratif... pas forcément de la même manière. Mais comment il fait pour reprendre la narrative, ouais. Mais tant que dure la Convention républicaine, je pense que c'est très difficile. Il y a une interview ce soir de Joe Biden, une interview où il se présente sans notes, etc. Maintenant, est-ce qu'il va avoir une bonne performance? Je pense que s'il l'a, ça aide. Mais la seule façon, je pense, de vraiment reprendre la narrative serait une autre surprise, parce que même, en ce moment, ce serait une surprise. Si Joe Biden, après avoir dit ce qu'il a dit, il décide quand même de se retirer. Et là, il y aurait un moment très excitant, si vous voulez, où on cherchait le nouveau candidat qui serait, je suppose, quelqu'un qui n'est pas un vieux monsieur. Alors, on va y revenir là-dessus, effectivement, sur l'opportunité, le moment, effectivement, où Biden pourrait ou ne pourrait pas prendre cette décision. Juste avant qu'on aille à Milwaukee, Maya Candel, on disait effectivement que jusqu'à quel point ça dynamisait la campagne, dynamisait probablement la base aussi. Maintenant, ça fait pas bousculer des électeurs qui comptaient voter Biden, j'imagine. Mais il y a quand même une chose, moi, qui m'a frappée, c'est Elon Musk, immédiatement derrière l'attentat, qui dit évidemment je soutiens Donald Trump, et beaucoup d'autres derrière. Elon Musk qui rentre même dans la bataille des choses un peu complotistes, en disant, il a eu une phrase qui disait quelque chose du genre soit c'est organisé, soit c'est un amateur. Enfin, vous voyez, quelque chose qui flirte avec le complotisme. Il y a eu tout ça aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que ça pèse à votre avis? Ça pèse, parce que Elon Musk, il a quand même Twitter, X, dans le nouveau nom, donc bien sûr ça pèse. Et puis en termes d'unité, alors c'est vrai que Trump avait quasiment réussi l'unité du Parti républicain, il manquait encore Nikki Haley, qui s'est rallié et qui en plus parlera lors de la convention. Donc ça peut jouer quand même sur ses électeurs, parce qu'il y avait cette idée que peut-être Biden pouvait leur faire un peu du pied et les ramener côté démocrate. Et puis je pense quand même ça peut aussi être l'occasion, moi je crois, justement en enlevant les projecteurs de Biden, de tous ces gens qui voulaient le pousser dehors. Il n'avait pas envie de se faire pousser dehors. Et on sait quand même qu'il y a des gens, y compris très proches, comme Nancy Pelosi, qui aimeraient bien qu'il ne soit plus candidat. Donc peut-être que ce changement de focale, ça peut faire en sorte qu'en coulisses, les proches réussissent à un peu pousser Biden vers la sortie et proposer un ou une autre candidate qui donnerait aussi encore une autre dynamique, ça, je ne sais pas. Surprise, contre-surprise, en fait. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir Fabienne. Vous êtes à Milwaukee, Sébastien, vous venez tout juste d'arriver, où la convention va s'ouvrir. Il faut que vous nous racontiez à quoi ça ressemble tout simplement Milwaukee, là au moment où on se parle. J'imagine que tous les participants à cette convention sont en train d'arriver, en train d'affluer. Je peux imaginer que certains ont même le fameux t-shirt avec la photo iconique. À quoi ça ressemble en fait ? Alors la photo, si vous parlez de celle de samedi soir, oui, c'est celle-là, oui. Le visage ensanglanté. Non, ça, j'ai pas vu de t-shirt ni d'affiche encore avec ce. Je crois même que la campagne Chris LaCivita, qui est le cerveau de la campagne de Trump, l'un des deux cerveaux de la campagne de Trump, a demandé même à la campagne d'éviter précisément pour l'instant, en tout cas, est-ce que ça durera, d'afficher cette photo sur des t-shirts. En revanche, j'en ai vu d'autres. I'm voted for the convicted felon. Je vote pour un criminel condamné. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le mugshot évidemment de Floride sur des t-shirts, de New York pardon sur les t-shirts. Globalement, oui, c'est l'euphorie. Il a une telle baraka, on peut dire ça comme ça. Hein, il marche sur l'eau. Il a survécu à ces balles samedi soir. La justice de Floride là vient d'annuler. Vous en avez parlé. Le dossier des documents classifiés qu'il a emporté chez lui à Mar-a-Lago. Il y a eu la Cour suprême il y a quelque temps sur son immunité qui lui dit en gros qu'il est protégé pour ce qu'il a fait même quand il était président et dans sa contestation de l'élection. Donc c'est un peu l'euphorie ici. Les délégués commencent à arriver, oui, dans une ville qui est pas mal barricadée, mais qui n'a pas été. Ça n'a pas changé depuis. C'est ce qu'on nous dit en tout cas officiellement. Le dispositif de sécurité, la bulle du centre-ville de Milwaukee est la même. Des blocs de béton, des barrières métalliques à 2 ou 3 mètres de haut, des contrôles des services secrets évidemment partout. On a mis un bon moment pour tout vous dire à récupérer nos accréditations, à arriver dans le centre de convention, mais a priori le dispositif n'a pas évolué depuis l'attentat de samedi. Voilà. Alors, pour l'ambiance. Alors qu'est-ce qui se passe Sébastien aujourd'hui? Il y aura le colistier, visiblement c'est Trump lui-même qui annonce le colistier, donc on aura enfin son nom. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y aura autre chose? C'est déjà pas mal. C'est quand même majeur. C'était ce qu'on attend. C'est quand même le plus gros truc, si je puis dire, qu'on attend de cette convention. C'est le nom du colistier. On peut en parler aussi. A priori, c'est J.D. Vance qui va avoir le poste. Sinon, ce sera Marco Rubio, le sénateur de Floride. Quoi d'autre? On a la liste des invités. Vous l'avez aussi évoqué. Ce qui est marrant, c'est de voir que il a une telle main sur le parti entre sa belle-fille Lara Trump, qui est la coprésidente du Comité national républicain, jusqu'à ses fils Don et Eric qui vont venir parler ici. Il n'y a pas sa femme, Melania. Elle a juste fait un petit communiqué pour dire qu'elle était outrée de ce qui était arrivé à son mari samedi soir, mais elle parlera pas. Mais sinon, il a mis une telle main sur le parti que Ron DeSantis, évidemment, qu'il a écrasé dès la première primaire, vient parler ici à la primaire. Nikki Haley a été rajoutée aussi, vous en avez parlé, qui a été la dernière en course. Elle est ajoutée à la liste des speakers de cette semaine, de ces 4 jours de convention. On voit bien à quel point... Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Écoutez, on a bien vu que les étoiles étaient alignées. On va vous laisser y rentrer dans ce centre de convention. Vous allez pouvoir nous raconter assez vite, Sébastien, à quoi ça ressemble et ce qui va se passer surtout dans les jours à venir. Vous assisterez à ce moment où, j'imagine, l'ovation lorsqu'il retournera devant le public. Et puis surtout, ce qu'il va dire, Sébastien, merci vraiment beaucoup. Merci à Benjamin Thieu aussi, qui est avec vous. Roger Cohen, le premier discours de Trump, en tout cas les premiers mots, après le fight, était quelque chose du domaine du discours de l'apaisement. Je voudrais savoir si on y croit à ça. Un discours apaisé. Et derrière un discours apaisé, donc ça veut dire essayer une Amérique plus apaisée. On y croit à ça ou pas? Oui, il a dit qu'il a déchiré complètement le discours qu'il allait prononcer, où il allait attaquer les démocrates comme vermine, disons, et que maintenant il va, comme d'ailleurs le président Biden a fait hier soir, je crois que c'était, parler de l'unité, la nécessité d'unité aux États-Unis. Si Donald Trump est vraiment capable d'un discours d'apaisement en appelant les Américains à s'unifier derrière quoi, je me demande, derrière lui ou derrière quelle idée, quelle est son idée, c'est un peu difficile d'identifier. On verra bien. Je pense qu'il va tenter pour le moins de faire un discours un peu solennel, mais pas d'attaque vive au président. Tout ceci dit, qu'est-ce que c'est la chose la plus solennelle aux États-Unis? C'est le serment que le président prête quand il devient président. Et ceci dit qu'il doit préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Eh bien, ça a duré depuis presque 250 ans.
est-ce qu'à la fin, les Américains croient que Donald Trump respecte ces mots-là? Et c'est ce qu'on verra assez rapidement, j'imagine. Roger Cohen, on va l'écouter, Joe Biden, dont vous disiez tout à l'heure effectivement que depuis la Maison-Blanche, juste après la tentative contre Donald Trump, il a eu cette déclaration et voici ce qu'il a dit. My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. Et ce qu'il dit, Joe Biden, c'est qu'il faut baisser la température politique au-delà de nos désaccords. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des voisins, des amis, des collègues de travail, nous sommes des citoyens et nous sommes des compatriotes américains. J'ai envie de vous poser la même question, Maya Kandel. Est-ce qu'on y croit à cet apaisement de discours? Et je parle pas seulement à la fois de celui de Trump et de celui de Biden, mais de faire effectivement redescendre la température dans l'Amérique préélectorale dans laquelle nous sommes là. J'ai un tout petit peu de mal à y croire parce que Trump a peut-être dit ça, mais tous les gens les plus proches, et notamment le J.D. Vance, donc le sénateur qui pourrait être nommé comme son vice-président, n'a pas du tout fait un discours d'unité ou d'appel. Mais au contraire, en fait, parce qu'il était plus calme, si je puis dire, avant, et puis dès lors qu'il l'a cherché à être vice-président, il s'est mis à parler comme Trump. Après tout, s'il parle comme Trump, il peut aussi parler apaisement, là, tout à l'heure, à l'inconvention. Vous avez l'air assez sceptique. Je suis sceptique juste parce que depuis la tentative d'assassinat, depuis samedi soir, les élus les plus importants du Parti républicain, on parle d'élus au Congrès, donc des gens qui ont une responsabilité politique quand même importante, ont commencé par accuser les démocrates. Évidemment, on a vu des théories du complot surgir immédiatement, mais en temps réel. Ouais. Donc c'est quand même on a vu des gens dire c'est Joe Biden qui a donné l'ordre. Même Mike Johnson a dit Biden n'a peut-être pas voulu dire ça, mais le 8 juillet justement, il a parlé de mettre Trump au cœur de la cible. Donc d'une certaine manière, il est responsable. Donc ça, c'est pas vraiment un appel à l'unité ou un appel au calme. Est-ce qu'on a perdu le fond de la campagne désormais, quoi qu'il se passe, Maya Kandel? Et quand je parle du fond de la campagne, c'est-à-dire la situation économique, l'inflation, les créations d'emplois, est-ce qu'on a perdu le fond de la campagne? Alors, justement là-dessus, je crois pas. Je crois que justement votre correspondant indiquait que Chris LaCivita, donc tout le QG de campagne de Trump, demandait aux participants de ne pas parler que de cette tentative d'assassinat parce que justement ils veulent garder le programme, les questions d'immigration, d'inflation, de politique étrangère aussi au cœur des sujets discutés. Ils veulent garder le contraste avec Biden, non seulement sur ce côté force faible, mais aussi sur la proposition pour les États-Unis. Roger Cohen, on arrive presque à la fin, et puisque c'est là-dessus, on l'a à peine évoqué, puisque c'est là-dessus qu'on s'est parlé la dernière fois, le départ ou pas de Joe Biden. Maintenant, on a l'impression que si c'était le cas, la fenêtre de tir, pardon de le dire comme ça d'ailleurs, se referme terriblement. Ça devient quand le moment, si ce moment doit arriver? Est-ce que au fond, pour créer un récit sur le récit actuel, il faut attendre la convention démocrate? Comment est-ce qu'on peut imaginer les choses, à votre avis? Non, je crois que si ça se fait, ça doit se faire avant le 19 août, qui est la date pour la convention démocrate à Chicago. Et oui, après, non, je pense que ça doit se décider à la convention. C'est une convention qui sert à la nomination formelle, donc je pense pas qu'on peut laisser jusqu'à ce moment-là. Et ça reste très compliqué parce que si Joe Biden se retire, la personne qui normalement ou naturellement pourrait le remplacer serait Kamala Harris, vice-président. Mais la popularité de Kamala Harris n'est pas énorme, mais en même temps c'est une femme. Et puis c'est une femme afro-américaine, et donc la remplacer poserait des problèmes au sein du Parti démocrate. Maya Kandel, en guise de conclusion, vous y croyez à un départ de Joe Biden ou pas? Je disais tout à l'heure que pour lui qui ne voulait pas partir, il doit être assez content finalement que le récit soit déporté ailleurs. Néanmoins, effectivement, la question et la réponse de Roger Cohen a du sens, bien sûr.
Alors oui, apparemment quelques instants même avant la tentative d'assassinat, il s'était mis en colère dans un coup de fil justement où plusieurs élus démocrates essayaient de la moitié paraît-il aujourd'hui, il vaudrait le voir dehors quand même. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors on m'a parlé encore d'un autre scénario possible, ce serait une démission de Biden et donc Kamala Harris deviendrait la présidente tout de suite. Ça, je sais pas si j'y crois, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de pression et je crois que enfin bon, ça après c'est peut-être moi qui pense ça aussi, mais Kamala Harris pourrait aussi redonner de l'entrain et de la vigueur à cette campagne démocrate. Et on finit tous par faire de la politique fiction et en même temps, on avait pu imaginer un retournement de ce genre-là il y a 2 jours et on a bien compris en vous écoutant tous les deux en tout cas que pour changer le récit, il faudrait quelque chose d'aussi fort et je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Maya Kandel, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Roger Cohen. Sébastien Paour, amusez-vous bien pendant cette convention. On se retrouvera dans Un jour dans le monde, c'est sûr et certain. Allez. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le début d'une série sur les lieux et sur les places fréquentées l'été dans tous les pays du monde. Ce soir, nous allons au Japon, dans un jardin de la bière, figurez-vous. Et pour aller jusqu'à 19h, il y a sous les radars olympiques avec vous, Julien Baldacchino. Bonsoir, Julien. Bonsoir. On ira en Chine où la tenue des athlètes pour la cérémonie d'ouverture fait polémique parce que très genrée, jupe et talons obligatoires pour les femmes. Le Monde à 18h50 ou un peu plus, c'est Franck Maddevon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. On met le cap cette semaine sur les JO, olympisme et géopolitique. On va parler ce soir de la trêve olympique et il n'y a pas lieu d'être optimiste pour ces Jeux de Paris. Et puis Caroline prend date avec Caroline Gillet, un autre 15 juillet, mais lequel ? Salut Caroline. Oui, bonsoir Fabienne. En 1381, John Ball, un des leaders de la révolte paysanne, est pendu et coupé en 4. Qui était-il ? Pourquoi une révolte paysanne cette année-là ? Et pourquoi fallait-il le couper en 4 ? Ah ben c'est ça la vraie question. À tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par Lagos, par Paris et par Londres, figurez-vous. C'est le titre, en tout cas, du prochain album de Yanis Andeyo qui est à sortir le mois prochain. La chanson qui sort la première s'appelle Walk Through Fire. Look for
Eh ben ça rigole ici, tiens, le reportage d'un jour dans le monde prend l'air toute cette semaine, parce que même si le monde va mal, on a le droit au repos. Nous allons vous emmener sur les lieux de loisirs et de plaisir dans 4 pays du monde. On commence ce soir par le Japon, où les adultes ont pour habitude de ne pas finir la journée sans une bonne bière, et pas qu'une d'ailleurs. Et en cette période, quoi de mieux que ce qu'ils appellent les jardins à bière. Et le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte. Tous les Japonais et Japonaises interrogés au hasard dans la rue évoquent avec un grand sourire les beer gardens ou les jardins à bière, brasseries temporaires d'été dans les espaces verts ou sur les toits. Il y en a au milieu des parcs, sur des bateaux arrimés à quai et certains prennent la forme de barbecue. C'est agréable cet endroit, non ? En été, on a envie d'y aller, c'est un des plus grands plaisirs estivaux. Quand vient l'été, je veux y aller. Boire de l'alcool à l'extérieur, c'est quand même bien. Il est 19h, nous sommes sur un toit-terrasse au 12e étage d'un immeuble de Ginza, quartier huppé, au milieu de Tokyo. Il fait déjà nuit, mais encore plus de 30 degrés à l'extérieur, avec un taux d'humidité de 80%, une chape de plomb, comme toujours en été au Japon. Et pour celles et ceux qui sont attablés là, le meilleur remède contre la torpeur de fin de journée, c'est donc boire une bière, non ? Manami Nanjo est responsable des relations publiques de la société Tokyo Kaikan qui gère ce jardin à bière à Ginza. Le premier jardin à bière a ouvert en 1875, après-guerre, pendant la période de haute croissance des années 1960 à 80. Avec la construction de tours dans les villes, ils ont pris place sur les toits-terrasses. Celui-là a ouvert en 1965. Pour les salariés des entreprises voisines qui travaillaient assidûment de très longues heures, la joie était de boire ensuite des bières entre collègues. C'est de là qu'est née la culture des jardins à bière et que s'est ancrée leur popularité. Vue sur la gare centrale de Tokyo, guirlandes lumineuses au-dessus des tables, pompes à bière en libre service, stand de nourriture, rire, l'ambiance est celle d'une kermesse de campagne au beau milieu d'une mégapole. Un groupe de 80 personnes vient de s'installer. À la vôtre. Ce sont des employés d'une même entreprise. Le chiffre d'affaires a été excellent, ça se fête. Pourtant, c'est désormais plutôt entre amis qu'on se divertit en ces lieux. Nous avons désormais des groupes de jeunes femmes uniquement et des couples qui passent un bon moment côte à côte au comptoir. Comme la formule comprend des boissons à volonté, nous limitons le temps pour chacun à 1h30 afin de restreindre la consommation d'alcool. Si on laissait boire sans limite, l'entreprise ne rentrerait pas dans ses frais. En 1h30, on peut boire jusqu'à 10 bières. Si certains Japonais ne s'adonnent plus à regret et à ce plaisir estival, c'est pour une bonne raison. Ces derniers temps, je suis malade, donc je ne peux pas trop boire d'alcool. On y propose pourtant des breuvages non alcoolisés. Si je vais dans un jardin à bière, ce n'est quand même pas pour boire des boissons sans alcool. Croyez-moi, celles et ceux qui sont en bonne santé ne lésinent pas sur les quantités dans un pays où la publicité pour la bière est partout, où des vedettes se vantent à la télévision de s'enivrer régulièrement et où l'État a même fait campagne pour inciter à boire les jeunes jugés un peu trop sobres. Eh bien dites-moi, on n'est pas fait pareil, hein. Karine Nishimura pour le reportage, merci beaucoup. La suite, c'est Sous les radars olympiques avec Julien Baldacchino. France Inter, le 18-20. Et Julien, c'est d'abord en Chine que vous nous emmenez, où les tenues des athlètes pour la cérémonie d'ouverture ont été dévoilées ce week-end. Oui, des tenues rouges et blanches plus sobres que celles ornées de dragons qui ont été conçues pour les athlètes de l'équipe chinoise quand ils monteront sur les podiums. Mais ces costumes de cérémonie ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux chinois. Car le problème, c'est que ces vêtements sont très genrés. Pantalons pour les hommes, jupes et chaussures à talons pour les femmes. Et il n'y a pas d'alternative possible. Le South China Morning Post, un journal anglophone basé à Hong Kong, rapporte plusieurs commentaires qui ont été postés sur l'équivalent chinois d'Instagram. Je cite, « Ce n'est pas seulement moche, c'est surtout sexiste. On dirait des tenues de mannequins dans les années 90 ou encore, avec ça, les athlètes ressembleront à des serveuses. » Et le plus épineux, c'est que ce n'est pas une première. En 2021, déjà à Tokyo, c'était jupe obligatoire pour toutes les femmes de la délégation chinoise. Et à l'époque, l'une des basketteuses stars de l'équipe, Yang Shuhu, s'était insurgée contre cette interdiction de porter
porter un pantalon. Pas de changement donc en 2024. Dans le reste des pays asiatiques, en Corée du Sud, c'est un élégant costume bleu unisexe. En Mongolie, des tenues inspirées des costumes guerriers. Des vêtements qui, eux, sont donc plutôt encensés par les réseaux sociaux. Bananas are carbohydrate-rich foods and important antioxidants to enhance Pub pour les bananes. Dans les à côté des Jeux, il y a les costumes, il y a aussi l'alimentation. Donc, il va y en avoir beaucoup au village olympique. Et ça, c'est le sujet d'un long article dans un magazine américain qui s'appelle Eater et qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans la nourriture. Il consacre un long dossier à l'alimentation des athlètes pendant les JO. On y apprend que pour composer les menus et choisir quels plats sont proposés, eh bien, il y a eu un sondage auprès de 200 athlètes pour mieux connaître leurs habitudes alimentaires. Il y aura même une appli disponible pour les athlètes du village olympique pour composer leur propre menu. Et ce qui ressort de ce sondage, c'est que les sportifs aiment les bananes et le café. Les organisateurs prévoient que jusqu'à 3 millions de bananes vont être mangées et 40 tonnes de marc de café produit qui sera recyclé ensuite en engrais à champignons. Un dernier chiffre qui donne le tournis, la salle à manger du village olympique. Elle fait plus de 200 mètres de long. Il faut 5 minutes de marche pour la traverser. Il faut parler très fort aux gens avec lesquels on dîne et où on déjeune. Donc Julien Baldacchino, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Vous partez en passant par le Mali, figurez-vous, avec Oumou Sangaré. Kélémani sur France Inter. Benala angaya fanyo koma ambulu di nyokoma kele mania kele bedugutia kele beduguti kele te dugusibla kunama be jukui bedoi besana wanama be beni alaje jukui bedoi besana angaya fanyo koma ambulu di nyokoma kele beduguti kele te dugusibla. Dali kai nyani na kelela kele mani gawo kai segale kelero kele mani moti kai torole kelero ningo kele mani panyangara kai nyani na kelela kele mani na faso to kele mani na faso to Oumou Sangaré, Kélémani sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 50, c'est Franck Madevon.
Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Franck, vous aussi, vous prenez doucement la route des Jeux Olympiques et ce soir, vous nous expliquez pourquoi la trêve olympique ne sera sans doute pas respectée. Oui, la trêve olympique, c'est une tradition qui remonte à la Grèce antique, au 9e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, les cités-États étaient presque constamment en guerre et il fallait que les combats s'interrompent pour que les athlètes et les spectateurs puissent participer aux JO. Le Comité international olympique a réveillé cette tradition dans les années 90. La guerre en Bosnie éclate quelques mois avant les JO de Barcelone en 92. Les sportifs serbes, monténégrins et macédoniens sont privés de cérémonies d'ouverture et de clôture et ne peuvent participer aux épreuves que sous drapeau olympique. Le CIO lance alors une trêve olympique juste avant les Jeux. Aucun conflit armé pendant la compétition. Et l'ONU va s'emparer de cette idée. Oui, depuis 1993, l'Assemblée générale de l'ONU adopte tous les 2 ans, 1 an avant les JO, d'hiver ou d'été, une résolution en faveur de la trêve olympique. L'objectif est d'encourager la paix, le dialogue, la réconciliation par le sport. Le texte est proposé par le pays hôte. La Norvège a donc ouvert le bal avec Lillehammer en 1994. C'est une résolution non contraignante puisqu'elle est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est donc symbolique et c'est un texte validé au consensus sans vote. Sans vote, sauf pour cette année 2024 à Paris. En novembre, la Russie a exigé un vote sur cette résolution qui ne mentionne pas, conteste-t-elle, le principe d'un accès égal et non politisé aux compétitions. Conclusion, 118 voix pour, 0 contre et 2 abstentions, la Russie et la Syrie. La Russie qui a plusieurs fois, Franck, violé la trêve. Dans les Jeux modernes, cette trêve doit être respectée à partir du 7e jour avant la cérémonie d'ouverture jusqu'au 7e jour après la clôture des Jeux paralympiques. Et en février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine 4 jours seulement après la fin des Jeux d'hiver de Pékin, avant même le début des Paralympiques. Pour le CIO, Moscou a donc violé la trêve et c'est la raison de la mise au banc des athlètes de Russie et de Biélorussie. Depuis, le CIO a un peu assoupli les règles. Les athlètes de ces 2 pays peuvent participer aux Jeux sous bannière neutre s'ils n'ont pas soutenu la guerre en Ukraine. La Russie a aussi envahi la Géorgie pendant les JO de Pékin en 2008 et elle a annexé la Crimée juste après les Jeux d'hiver de Sotchi 2014. Et à vrai dire, Franck, les trêves sont rarement respectées. Oui, en fait, les conflits se poursuivent pendant les compétitions et les JO ne favorisent pas les avancées vers la paix. À vrai dire, ils encouragent plutôt les nationalismes et les rivalités. Cette année 2024 invite au pessimisme dans une planète endeuillée par les guerres, Ukraine, Proche-Orient, Soudan, RDC, Birmanie, on en passe. Emmanuel Macron se mobilise pour une trêve olympique dont il a souvent parlé. Le Chinois Xi Jinping lui apporte son soutien, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les provocations militaires autour de Taïwan. La Russie de Poutine n'a donc pas voté cette trêve et le président ukrainien Zelensky lui-même estime qu'elle ferait le jeu de son ennemi russe. On peut citer encore les négociations qui piétinent entre Israël et le Hamas. Comment croire au silence des armes dans ce contexte international ? La trêve olympique est censée commencer vendredi. Eh ben on compte. Merci beaucoup, Franck Madvon. Chaque jour, désormais, c'est Caroline Gillet. Caroline qui prend date. France Inter. Un jour dans le monde. Alors, Caroline, que s'est-il passé un 15 juillet à une autre époque et dans un autre pays ? Très bonne question. Sur le Wikipédia anglophone, j'ai trouvé ceci. 15 juillet 1381, John Ball, un des leaders de la révolte paysanne, est pendu et coupé en 4. Ouch. Alors, qui est ce John Ball ? J'ai posé la question à Mathieu Arnoux, spécialiste de l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge européen à l'EHESS. Et comme on ne cesse de sauter d'un siècle à l'autre dans cette chronique, d'abord, quel est le contexte pour celle d'aujourd'hui ? Voilà, il n'y a pas que le monsieur qui est coupé en 4, il y a aussi un peu ce que vous nous avez dit qui a été coupé en plusieurs parties. Caroline, on a compris l'essentiel et on vous écoute. Je ne sais pas quel est le candidat pour le siècle le plus malheureux de l'histoire de l'Europe, mais le 14e, c'est pas mal. Il y a eu la peste noire en 1348 et elle est revenue en 1360 et donc elle a tué à peu près tous les enfants. C'est des gens très très malheureux parce que c'est des chrétiens, des vrais de vrais, qui pensaient être sortis de quelque chose qu'ils regardent comme un châtiment divin et se sentent réellement damnés.
J'ai demandé à Romain Couturier, qui travaille à la discothèque de Radio France, de la musique médiévale. Mais je ne sais pas si c'est tout à fait le bon siècle. Je m'excuse platement auprès de vous si ça vous semble évident que non. Pour les autres, ça vous met dans l'ambiance. Pourquoi les paysans se révoltent ? On est une vingtaine d'années après la seconde épidémie de peste, et depuis lors, comme il y a eu beaucoup de morts, il y a un manque de main-d'œuvre. Pour ceux qui restent, les salaires ont augmenté donc. Le roi Édouard III avait émis une loi qui impose de revenir aux salaires d'avant, les salaires plus bas. Personne n'obéit, et donc, bim, une amende appliquée très sévèrement cette année-là. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines régions d'Angleterre, il y a du servage. Donc ils avaient une petite maison et un micro-jardin, parce qu'en Angleterre, c'est vraiment très très dur, et des corvées à faire. Et ils disent, mais pourquoi je ferais des corvées si il me suffit d'avoir une paire de bœufs et de me mettre à mon compte comme laboureur salarié ? Donc les paysans se soulèvent et marchent sur Londres. L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que les paysans ne se soulèvent pas pour renverser le régime. Ils se soulèvent pour protester contre l'injustice. Donc ils n'ont pas de programme. Deuxième chose, c'est toujours des révoltes qui ont un aspect religieux. Et ça se termine par des châtiments très brutaux pour ceux qu'on considère comme les meneurs. Et c'est l'autre chose qui est importante, c'est que les meneurs sont toujours des gens qui appartiennent d'une certaine manière à l'élite. Et donc notre personnage qui, spoiler, va être pendu un 15 juillet, John Ball, en fait partie. On ne sait pas grand-chose de lui, à part que c'est un prêtre, donc issu de l'élite. Et pourquoi est-ce qu'il devient connu ? La chose pour laquelle John Ball est connu, c'est son sermon qui date du 13 juin 1381, adressé aux paysans révoltés. Un chroniqueur de l'époque a restitué ce qui avait été dit ce jour-là par le bientôt mort John Ball. Quand Adam bêchait et Ève filait, qui était l'homme noble ? Et le chroniqueur qui raconte ce que dit John Ball ce jour-là poursuit que dès le commencement, tous avaient été créés égaux par nature et que la servitude avait été introduite par l'injuste oppression d'hommes funestes. Et ça se termine par qu'ils se hâtent d'agir par eux-mêmes, qu'ils tuent les plus grands seigneurs des royaumes. C'est extrêmement brutal. Radical. C'est radical. Ça dit que les paysans révoltés sont justes. Ce discours a traversé les siècles. Il a nourri de nombreuses révoltes et John Ball serait peut-être satisfait de savoir que même s'il est mort dans d'atroces conditions, aujourd'hui encore, de nombreux musiciens sur les internets écrivent des chansons plus ou moins réussies en son honneur. Eve is the lady, Adam is the Lord. Sing John Ball and tell it to Les paysans obtiennent de leur révolte une chose. Il n'y a plus de servage. Je suis contente pour eux parce que vraiment, je me disais que c'était très misérable, tous ces massacres pour rien obtenir au final. John Ball, le héros de cette chronique, qui avait fait ses discours dans une dizaine de lieux, a été arrêté, puis il subit le châtiment pour haute trahison. Attention, c'est tout un programme, et ça fait mal aux oreilles. D'abord, il est traîné par un cheval jusqu'au lieu d'exécution, puis il est un peu pendu, mais pas complètement. Il est ensuite émasculé, toujours vivant, puis éviscéré, toujours vivant, et enfin décapité. Sa tête est mise sur un pic, devant la tour de Londres, sur le pont, et son corps est coupé en 4 et envoyé pour être exposé dans différentes villes. Je remets un peu de musique médiévale pour faire passer tout ça. Mathieu Arnaud dit que c'est souvent comme ça en Angleterre, très très violent. C'est un pays où la peine de mort est beaucoup plus appliquée qu'en France. Et là je pense à Mel Gibson dans Braveheart, qui lui aussi subit des châtiments du même ordre que ceux de John Ball. Je viens de vérifier et effectivement, William Wallace, le héros écossais, a été lui exécuté en 1305. Le pauvre, il a donc lui aussi connu le XIVe siècle. Et voilà, est-ce qu'on n'est pas bien finalement en 2024 ? Bah écoutez, ça dépend des jours, mais globalement oui, plutôt. Caroline, merci beaucoup. On se retrouve demain, évidemment, avec une autre histoire, une histoire de 16 juillet, évidemment, cette fois. Allez, dans un tout petit instant, c'est le journal de 19h, présenté par Rémi Brancato. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Charlotte Piret. Bonsoir. Rédactrice en chef du 18-20. On retourne à la politique, Charlotte, ce soir, mais toujours sans Premier ministre. Oui, on s'est dit qu'on allait y replonger avec vous, alors, parce que cette semaine est celle où se joue la suite pour l'Assemblée, mais donc peut-être aussi pour le gouvernement. Alors, vous en pensez quoi de votre côté ? Bonjour, c'est Caroline de la Seine-sur-Mer. Moi, je suis vraiment agacée par l'attitude du LFP. J'ai voté pour eux et je ne comprends pas qu'il n'ait pas envisagé qu'il y ait peut-être un jour un Premier ministre LFP et qu'il ne soit pas capable de se mettre d'accord. Franchement, c'est extrêmement décevant.
Spectacle assez édifiant, nous dit Catherine qui nous appelle de Toulouse. Alex à Paris évoque quant à lui la nécessité d'une révolution politique culturelle à faire quand Laurine de Bretagne propose de laisser les adhérents des partis voter eux-mêmes pour un Premier ministre. Allez, 01 45 24 7000, pas pour voter mais pour discuter avec nous et nos invités, c'est le même chemin évidemment par WhatsApp.